Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information, un journal que nous commençons avec quelques minutes de retard dû à une actualité sportive débordante. Nous commençons donc ce journal avec les titres. Le second tour de la présidentielle malienne s'est déroulé aujourd'hui. Près de 7 millions d'électeurs pour départager Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, les deux candidats en lice. Dans ce journal, le vote des deux leaders et l'ambiance à Bamako avec notre envoyé spécial, Cheikh Bamba Gueye. Le dossier du dimanche porte sur les accidents de la circulation devenus récurrents. Les bus et camions sont indexés. Des sanctions draconiennes sont réclamées pour éviter les drames. Mondiaux d'athlétisme en Russie, Amine Baketiam n'a pas fait mieux que la demi-finale du 400 mètres, tandis que Usain Bolt a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui en remportant la finale de l'épreuve reine, le 100 mètres. Les Maliens se sont rendus aux urnes pour une seconde fois ce dimanche pour choisir leur président de la République entre Ibeka et Soumaïla Cissé. Les deux candidats ont déclaré mettre en avant le Mali, quelle que soit l'issue du scrutin. Quant à la population, elle est sortie massivement pour aller voter, nous dit nos envoyés spéciaux Babacar Nying et Cheikh Bamba Gueye. Un dimanche matin, pas comme les autres à Bamako, l'espoir est en train de renaître. La tenue de ce second tour marque un nouveau départ pour le Mali. Après l'ouverture des bureaux de vote à 8 h, les électeurs ont pris d'assaut les centres de vote. Des Maliens heureux et réconfortés à l'idée de pouvoir se choisir un président de la République dans la démocratie et la transparence. Un nouveau départ, un Mali nouveau, donc une sortie de crise. Donc en tout cas l'élection là représente tout cela pour nous, les Maliens. Nous devons vraiment profiter de cela et que j'invite tous les Maliens et Maliennes en tout cas à assumer en tout cas les résultats qui sera issus de cette élection pour que nous ne tombons plus en tout cas dans un autre gouffre. Les électeurs maliens devront choisir entre Ibeka et Soumaïla Cissé. Ce dernier a voté à 9 h au centre de Badalabougou. Soumaïla Cissé, arrivé deuxième à l'issue du premier tour, se dit fier de constater que la démocratie est encore en marche et quels que soient les résultats, il est prêt à les accepter. Ce peuple s'est mobilisé pour que nous revenions à une vie constitutionnelle normale. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de cette lutte. Je suis donc animé d'un sentiment de fierté envers mon peuple. Je suis un républicain. Vous savez, sinon, après le premier tour, j'avais bien des raisons de ne pas reconnaître les résultats. Je les ai toujours reconnus parce que j'aime mon pays, parce que j'aime la République, j'aime le droit et que je respecte les institutions de mon pays. Quant à son rival, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, il a voté à 11 h au groupe scolaire de Sébené-Koro. Ibeka est accompagné de ses alliés. Après avoir accompli son devoir civique, direction chez lui pour y faire sa déclaration, avec comme fond l'unité nationale et la fin de l'impunité. Sans être d'un dinosaure préhistorique, l'expérience accumulée au long des années, et je suis leur aîné à tous là. En Afrique, ça compte aussi. Et donc l'aîné pouvait porter les espérances ressenties au long de la campagne et sont donc venus pour qu'ensemble nous redéfinissions, nous redessinions les lignes des Mali nouveaux avec comme socle absolu désormais l'intégrité totale, l'intégrité absolue du point de vue éthique et moral, la corruption tolérance zéro, la compétence. Ce pays a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles. Qui de Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, ou de Soumaïla Cissé va faire son entrée au palais de Koulouba? En tout cas, les Maliens retiennent leur souffle en attendant le langage des urnes. Après tout, ils estiment que le pays est sur de bons rails. Cher Bamba Gueye, que nous allons retrouver tout à l'heure, mais avant, nous parlons du vote des ressortissants maliens établis à Dakar qui ont accompli leur devoir citoyen. C'était donc à l'occasion du second tour de la présidentielle. À Dakar, ce sont 24 bureaux de vote qui ont ouvert leurs portes. Selon les responsables chargés de superviser le scrutin, aucun incident n'est à signaler. Cependant, le taux de participation qui était de 37-39% n'est pas atteint, nous dit Moussa Mané. Ambassade du Mali à Dakar, un des nombreux centres de vote pour le second tour de la présidentielle malienne. Pas une affluence devant les bureaux. Les électeurs votent tranquillement. Parmi eux, Ibrahima Bondi. Pour lui, et comme beaucoup de ses compatriotes, les attentes sont nombreuses et les chantiers immenses pour le président élu.
Président, il y aura pas mal de défis à relever, surtout du côté de l'armée. Un pays sans armée, on ne sait pas comment défendre nos institutions. Il y a plusieurs chantiers. D'abord, il faut assurer la sécurité, il faut assurer le bien-être de la population. Si certains votent sans problème, d'autres sont toujours à la recherche de leur lieu de vote au niveau des listes affichées ou sur le fichier électronique. Un électeur qui, au second tour, cherche son bureau de vote, je pense que c'est un peu quand même curieux. Parce que normalement, s'il a voté au premier tour, il doit savoir où est-ce qu'il a voté. Or, les bureaux n'ont pas changé entre-temps. Et quelqu'un qui n'a pas pu voter au premier tour, il aurait dû, après le premier, parce qu'il y a 2 semaines entre le premier et le second tour, se renseigner pour savoir où est-ce qu'il doit voter. 24 bureaux de vote sont répertoriés à Dakar et d'autres dans certaines régions du Sénégal. Un travail de coordination est nécessaire pour le bon déroulement du scrutin. Pas d'incident à signaler ni rien. Tous vos matériels sont complets. Vos assesseurs... Oh, d'accord. Les assesseurs sont complets aussi. Tes assesseurs. Donc tu me relèves leur nom. Selon cet agent consulaire, aucun incident n'est à signaler. C'est aussi le sentiment de l'ambassadeur qui a fait un tour dans plusieurs bureaux de vote pour constater le bon déroulement du vote. Globalement, j'ai de très bonnes impressions. Il est vrai qu'il n'y a pas le grand monde du premier tour, mais ça se comprend. Parce que le premier jour, les gens cherchaient leur bureau sur les listes. Donc vous pouvez avoir sur un lieu de vote beaucoup d'électeurs potentiels qui ne relèvent pas de ce bureau. Ensuite, au premier tour, il y avait quand même 27 candidats. Cette fois-ci, il y a 2 candidats. Et on comprend qu'après avoir localisé leur bureau de vote, les électeurs potentiels ne se pressent plus. Les électeurs maliens ne se bousculent pas sur les bureaux de vote. Ici à l'ambassade du Mali, où l'ambiance est détendue. Si le vote se passe normalement, il reste que le taux de participation demeure incertain. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Bamako, Cheikh Bamba Gueye, bonsoir. Bonsoir Alassane Cissé. Vous l'avez certainement entendu, ici à Dakar, il n'y a pas eu l'affluence du premier tour. Comment cela s'est déroulé à Bamako? Par contre, ici à Bamako, on a noté une certaine affluence à Alassane. Le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble ici à Bamako. Il faut signaler qu'il a plu juste après l'ouverture des bureaux de vote, à partir de 8 heures, il a plu. Mais ensuite, les opérations se sont normalement déroulées et cela n'a en rien enlevé le caractère exemplaire de la mobilisation autour de ce second tour, à l'image d'ailleurs du premier tour. Vous savez, Alassane, que là où Ibeka a voté par exemple, le centre de Sébenikoro est un centre témoin. Là-bas aussi, on a noté un véritable engouement populaire. Alassane aussi que la mobilisation pour cette élection, pour les autorités du pays, de mémoire de Maliens, on n'a jamais eu cette mobilisation, aussi bien au premier tour qu'au second tour. Dès lors, il est permis de parler de révolution qui transcende l'âge politique, donc un engouement populaire au profit des Maliens. Et l'écrivain Brassens disait « La révolution ne devient réalité que lorsque les masses s'en emparent », pour vous dire tout simplement qu'à Bamako, le vote s'est bien déroulé. Cher Bamba, quand est-ce qu'on pourra avoir les premières tendances? Voilà, les premières tendances, d'après les informations que je viens de recueillir tout à l'heure, avant le début de ce journal, les résultats sont attendus en milieu de semaine, peut-être même avant vendredi. Avant vendredi, on aura donc les résultats provisoires en milieu de semaine. Donc c'est ce qu'ont annoncé les autorités de la Commission électorale nationale indépendante qui vont s'affairer maintenant pour le dépouillement et ensuite de collecter tous les résultats pour pouvoir les divulguer en milieu de semaine. Cher Bamba, en termes de défis, qu'est-ce qui attend le prochain président malien? Voilà, c'est là où c'est extrêmement intéressant. Tout d'abord, la chance que le Mali a, c'est d'avoir 2 candidats qui ont la stature internationale. D'abord, Ibeka, avec une brillante carrière, a été pendant longtemps Premier ministre du Mali. Quant à Soumaïla Cissé, il fut ministre des Finances et président de la Commission de l'UEMOA. Alassane, quel que soit Alpha, la tâche ne sera pas une sinécure. Les chantiers sont énormes. Il faut trouver de l'emploi pour la jeunesse malienne, relancer l'économie devenue morose en créant un climat favorable aux affaires, bien qu'il n'y ait pas eu une inflation qui a été notée. Et tout cela ne peut se faire, Alassane, sans la stabilité, d'où l'importance de l'unité nationale entre le Nord et le Sud. Et enfin, que la question du Nord ne soit pas traitée dans une commission de réconciliation, par exemple, comme on a l'habitude de le voir dans les autres pays. Vous savez, Alassane, le général de Gaulle disait, quand vous voulez enterrer un problème, il faut créer une commission. C'est ce qu'a compris Ibeka, qui a répondu à ma question là-dessus, qui compte s'engager là-dessus avec efficience
Il est porté par exemple à la tête du Mali. Et enfin, la lutte contre la corruption et l'impunité est également des défis majeurs à relever à Alassane pour les autorités maliennes. Merci, cher Bamba Gueye. Rendez-vous est pris dans nos prochaines éditions pour d'autres développements de l'actualité au Mali. Et l'un des grands chantiers qui attend justement le futur président du Mali, c'est la restauration des manuscrits à Tombouctou. La porte du désert, vous vous souvenez, il y a un an, la région était aux mains des islamistes. De longs mois au cours desquels des mausolées ont été détruits. L'élément n'est pas en place, donc nous parlons du dossier de ce journal avec la recrudescence des accidents de la route au Sénégal. Le phénomène est devenu récurrent. D'ailleurs, depuis le début de l'année, la situation s'est empirée avec notamment les accidents provoqués par des véhicules lourds, des bus et camions qui sont particulièrement distingués avec plus de 400 accidents depuis le début de l'année. Le dossier sur les accidents de la circulation est signé Maman Moussagna. Un bus étalé, les pneus en l'air, un spectacle triste et désolant, mais très fréquent depuis quelque temps sur les routes nationales. Ces bus, ces gros engins venus de l'Europe pour la plupart et qui ont bouclé les 20, voire 30 ans de circulation, font partie depuis une dizaine d'années maintenant des moyens de transport les plus utilisés, surtout pour les longs voyages. Au garage Pompier, au garage Petersen, à l'entrée de Dakar, dans les coins de rue, partout les bus sont présents, prêts à embarquer sur de longues distances et souvent tard dans la nuit. Des bus préférés aux cars et cette place par surtout les commerçants. Ces bus sont confortables, ils sont moins chers et ils prennent plus de bagages. Seulement, ces véhicules longs, conduits par des jeunes chauffeurs, la plupart du temps sans expérience professionnelle, renferment de nombreuses défaillances techniques. Vous savez, la plupart des bus n'ont que 4 pneus, là où ils doivent en avoir 6, ce qui fait qu'ils se déséquilibrent facilement. Les bus n'ont pas de châssis et les chauffeurs ne sont pas suffisamment formés. Le frein surnommé tellement peut toujours renverser le bus. Il n'est pas programmé pour les rues du Sénégal. Et puis, les bus sont toujours surchargés et en excès de vitesse. Dakar Tamba, Dakar Matam, Dakar Djaoubé, ce sont là, entre autres, de très longues distances parcourues par les bus. Et par un seul chauffeur, souvent. D'où le risque fréquent d'être gagné par la fatigue et le sommeil. Un véhicule qui peut contenir 100 et quelques personnes. Normalement, on devrait le donner quelqu'un qui a maîtrisé le code de la route, qui a de l'expérience aussi. Pour Tamba-Dakar, un chauffeur ne doit pas conduire seul un véhicule sur cette distance sans se faire remplacer. Comment peut-on dîner à Tamba, se retrouver à l'OP à Dakar sans avoir sommé? D'ailleurs, en 2012, 998 accidents de véhicules lourds ont été enregistrés, même si ces gros véhicules viennent derrière les véhicules légers avec 1660 cas, ils se sont fait remarquer. Cette année déjà, 415 poids lourds ont subi des accidents de circulation. Jusqu'au mois de juin, nous sommes présentement à 723 cas d'accidents où sont impliqués des véhicules légers. 415 cas avec les poids lourds et pour les transports en commun, 405 cas. Depuis le 1er janvier jusqu'à la semaine dernière, c'est-à-dire le 14 juillet, ici au niveau de la section, nous avons eu à constater 1847 accidents, dont 14 mortels, 565 corporels et 1268 avec dégâts matériels. Les piétons renversés par les véhicules automobiles constituent un nombre assez important quand même parce qu'il y a 5694 cas. Viennent les cyclomoteurs qui sont renversés, qui sont de 3508 cas pour 48 morts. Et nous avons aussi les collisions entre véhicules et renversements qui ont fait 166 morts, ce qui est énorme.
Pour mettre fin au fléau, ou du moins freiner son évolution, des mesures drastiques sont à prendre. Les chauffeurs doivent être formés. Ils doivent être recyclés à travers des séminaires et ateliers. Les bus, vous voyez, donc ça n'engage que moi, vous voyez, bon, à mon avis, il y a un âge pour conduire ces grosses voitures-là. C'est une question de responsabilité. On ne peut pas laisser des volants à des jeunes de 20 ans pour conduire 70 ou bien 80 personnes. Le bus, c'est un véhicule qui te prend minimum 40 places. Et 40 places, vraiment, il faut remettre ça à quelqu'un de responsable. Une révision des critères de délivrance de permis et une application de la loi du permis à points s'imposent. Même si on changeait tout le parc automobile, il faut revoir le facteur humain. C'est un problème de conscience citoyenne qui se pose maintenant. Le problème des permis à points peut quand même inverser la tendance. Il faut juste faire de sorte que le conducteur soit conscient qu'il y a certaines infractions qui peuvent lui valoir son permis de conduire. En tout cas, l'heure est venue de convoquer de larges concertations sur le transport au Sénégal. Les acteurs sont unanimes sur la question. Nous parlons toujours des accidents avec cet accident qui s'est produit aujourd'hui à Tambacounda. C'est un camion qui a heurté une moto Jakarta. Bilan 2 morts. C'est la consternation sur place. Les populations ont appelé les autorités à prendre des mesures et à sanctionner les chauffeurs. Nous écoutons à ce propos le commissaire et le préfet de Tamba au micro d'Abdoulaye Sinkari. Il y a ce camion-là, j'ai l'impression qu'il n'a pas de frein. Oui. Hein? Qui a heurté une moto Jakarta. Oui. Donc je crois qu'on a vu un corps sans vie. Okay. Et il y a un autre corps également. On a parlé d'une femme. D'une femme dont le mari serait un pharmacien. Je crois que son mari l'a amené à l'hôpital pour les premiers soins. Donc pour l'instant c'est ça. Donc on est en train de faire les concertations d'usage. Il faut maintenant qu'on passe à la phase sanction. Hein, parce que j'ai l'impression que même le camion, j'ai l'impression qu'il n'a pas de frein. Parce que vous avez vu la distance, c'est presque 300 mètres du lieu de l'accident. Ça veut dire que le camion n'a pas de frein. Bon, la moto Jakarta également, vous avez vu, c'est dans une intersection. Donc il y a parmi les 2 conducteurs quelqu'un qui n'a pas respecté les règles de la circulation. Donc là, en tout cas, après les constatations d'usage, on pourra déterminer vraiment les causes et puis on verra la suite. C'est vraiment malheureux de voir ce qui se passe depuis quelque temps. Il y a une recrudescence des accidents. Au-delà de la sensibilisation, il me semble qu'il est temps d'appliquer les textes dans toute leur rigueur. Parce que rien ne peut justifier cette série d'accidents. D'autant plus que c'est une route qui n'est pas du tout fréquentée. Calme, très calme. Presque jour de fête. Jour de fête. Mais nous allons appliquer vraiment les textes. C'est un combat qu'il faut mener. Parce que rien ne peut justifier cette série d'accidents. Rien du tout. Conçu pour rapprocher les routes, séparent aussi à jamais à la suite d'accidents dramatiques. Chaque année, les Sénégalais payent un lourd tribut de sang à l'asphalte. Dans la plupart de ces accidents évitables, la responsabilité, ou plutôt l'irresponsabilité humaine est engagée. Il est venu le temps de changer de conduite. C'est une chronique signée Oumar Diao. La typologie des causes d'accidents serait longue à dresser ici, mais au premier rang figure certainement la négligence, la désinvolture, les écarts suicidaires au code qu'on devrait pourtant connaître par cœur, si tant est qu'on a passé son permis en règle. Mais ça, c'est une autre affaire. D'ailleurs, l'idée d'un permis de conduire à points fait son chemin. Alors, chauffards, faites gaffe à moins d'être partisans du FI Sénégal et de compter sur des arrangements flico-politico-maraboutiques douteux et illégaux qui ne débouchent sur rien de bon. Phares, freins et pneumatiques sont essentiels à la sécurité d'un véhicule. Or, ces 3 éléments ne sont toujours pas dans le meilleur état s'ils l'ont jamais été. La ceinture de sécurité, dont les bienfaits ne sont plus à démontrer, on en a cure. Il arrive même qu'on la repousse pour ne pas qu'elle salisse ou froisse une toilette pompeuse, pouvant se transformer en linceul. Passer de vie à trépas à la suite d'accidents évitables et inacceptables. Or, on ne compte plus le nombre d'innocents qui périssent sur les routes ensanglantées, sur le bas-côté desquels on enterre parfois à la va-vite des corps méconnaissables. Commettre de tels actes criminels, légèrement appelés homicide involontaire, devrait valoir un châtiment exemplaire pour dissuader d'autres à faire pareil ou pire.
Quand l'impunité couronne l'insouciance et la bêtise, les tragédies se banalisent et la citoyenneté prend un sérieux coup. La victoire sur la distance ne doit pas exiger une offrande de sang humain au noir asphalte. Ce serait alors, en toute tristesse, une défaite. Il est venu le temps de changer de conduite. Toujours dans ce dossier accident, nous recevons à présent le directeur général du CETUD, M. Alioune Thiam. Bonsoir. Bonsoir, M. Cissé. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Quelle réaction par rapport à cette série d'accidents? Écoutez, je vous remercie d'abord de nous donner l'opportunité de réagir, de nous expliquer par rapport à cette lancinante question qui préoccupe au plus haut point les autorités de ce pays, en commençant par le ministre des Infrastructures et des Transports, qui a d'ailleurs institué un comité sur cette question qui se réunit périodiquement pour justement dégager des voies et moyens pour limiter ce fléau qui fait des dégâts énormes dans ce pays. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports, c'est une question qui est prise à bras le corps et qu'on essaie de traiter justement à travers la modernisation globalement du secteur des transports routiers. On a parlé tantôt de la jeunesse des chauffeurs qui conduisent les bus ou bien les camions, mais également les défauts techniques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau? Écoutez, relativement à cette question de l'âge des usagers et des conducteurs, notre sentiment est que ce n'est pas réellement là le problème. Le problème, c'est un problème de comportement, c'est une question d'éducation, c'est une question de formation. Nous avons dans des secteurs beaucoup plus névralgiques, beaucoup plus, disons, dangereux, des acteurs qui sont d'un âge beaucoup plus moins élevé et qui se comportent en responsables. Je pense qu'il y va de l'éducation, c'est des problèmes d'éducation, de formation d'abord, pas seulement d'âge. Nous avons des enfants qui sont beaucoup plus respectueux de ce code de la route et qui ont des comportements beaucoup plus, disons, acceptables que bien des adultes. Mais comment faire pour les former donc? Écoutez, concernant cette formation, il y a des actions qui sont en cours. Quand on se regarde le programme de renouvellement du parc de transport urbain à Dakar, adossé à une politique de professionnalisation, les critères d'éligibilité font que le titulaire, l'aspirant à ce programme doit nécessairement suivre un programme de formation ainsi que son personnel roulant, à savoir le chauffeur, le receveur. Tous subissent une formation. Certes, il y a lieu d'approfondir cette formation. Nous passons ultérieurement à des simulateurs pour justement les habituer à ces véhicules que nous allons mettre à leur disposition. Ça fait partie des mesures. Il y en a d'autres également qui sont en perspective pour justement renforcer cette formation et l'étendre à d'autres secteurs également. Est-ce que l'état des véhicules n'est pas un facteur qui favorise un peu cette recrudescence des accidents? L'état des véhicules y est pour quelque chose. Ça, c'est indéniable et c'est d'ailleurs heureux qu'on ait ce centre de visite technique moderne qui nous permet de détecter les défaillances des véhicules et de pouvoir conseiller aux propriétaires les mesures idoines pour justement mettre à niveau leurs véhicules. Nous allons continuer cette politique et l'étendre sur l'ensemble du territoire national afin de rendre meilleur le parc de véhicules qui se trouve exploité actuellement et qui est très vétuste dans l'ensemble. Monsieur Thiam, un message particulier aux chauffeurs pour éviter ces drames? Écoutez, c'est de leur dire d'avoir cette attitude beaucoup plus responsable qui est attendue d'eux, dans la mesure où, quoi qu'on dise, la plupart des accidents mortels impliquent des professionnels des transports. Et c'est ce qui est regrettable. C'est justement la raison pour laquelle nous allons faire au niveau du ministère des Transports tout ce qui est nécessaire pour justement les remettre à niveau et puis engager la concertation pour moderniser le secteur dans l'ensemble et puis les mettre dans les meilleures conditions quand même d'exercice de leur activité. Merci M. Thiam. Mais avant de nous quitter, on laisse entendre une grève des transporteurs. Qu'en est-il? Voilà, c'est regrettable parce que nous sortons d'un mois de piété, un mois où nous devons faire preuve de tolérance, de pardon. Et c'est malheureux qu'à l'issue de cette période de pénitence, de piété, que des acteurs décident d'aller en grève parce que c'est décidé actuellement. Nous sortons d'une négociation avec ces acteurs au ministère, présidé par le ministre qui a bien voulu consacrer tout son temps à cette lancinante question. Mais malheureusement, nos acteurs sont décidés à partir en grève à partir de minuit cette nuit. C'est tout le monde qui part en grève? C'est quand même un syndicat qui est, disons, qui va partir en grève. C'est leur droit, il faut le reconnaître.
un droit quand même qui obéit à des normes, parce qu'une grève, il faut un préavis. Après discussion tout à l'heure, on s'est rendu compte que leur préavis date d'1 an. C'est en juillet 2012 qu'ils avaient déposé ce préavis. Depuis, ça n'a pas été reconduit, mais ils ont mis une plateforme revendicative dans laquelle ils rappelaient ces points qui étaient en discussion. Alors, nous n'avons pas fermé la porte, nous avons continué à discuter avec eux depuis qu'on a su que on a eu vent de ces velléités de partir en grève. Aujourd'hui, depuis 16 heures, on était avec eux en train de discuter. Malheureusement, ils sont toujours dans la perspective de partir en grève, et ce sera quelque chose qu'on va gérer en leur reconnaissant ce droit. Est-ce qu'on peut savoir qui part en grève et qui ne part pas? C'est le syndicat national des transports routiers affilié à la CNTS et dirigé par M. Alassane Ndoye. Donc nous leur reconnaissons ce droit de grève, mais nous leur disons qu'il faut respecter aussi la liberté d'exercice des autres transporteurs qui vont travailler librement et à qui nous garantissons le libre exercice de leur activité. Nous prendrons toutes les dispositions en ce sens. On peut dire que la porte du ministère reste donc ouverte pour les discussions. Elle est ouverte, d'autant plus que nous allons demain nous retrouver à 15 heures au niveau de toutes les autorités qui sont également concernées, les ministères, parce que cette plateforme qui comporte 12 points ne concerne pas que le ministère des Infrastructures et des Transports. C'est pour ça que tout de suite, il n'était pas possible pour nous de nous engager parce qu'il y a des points qui ne nous concernent pas directement. Alors c'est dans ce sens qu'on les avait appelés à surseoir à ce mot d'ordre de grève en attendant qu'on ait cette rencontre demain à 15 heures. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. On va y aller, mais encore une fois, on rassure les Sénégalais que toutes les dispositions seront prises pour leur permettre de vaquer à leurs occupations. Merci M. Alioune Thiam, directeur général du CETUD. Une opération de pulvérisation a eu lieu à Touba. Objectif, lutter contre les maladies d'hivernage. L'initiateur est le député Abdoulaye Khadsek, avec à ses côtés les services d'hygiène et la direction de la protection des végétaux. Aïda Mamadou Diop. Nous sommes en plein hivernage, période très favorable à la prolifération des moustiques. Conséquence, le paludisme suffisant pour procéder à la pulvérisation de la ville de Touba afin d'échapper à cette pathologie. Cette opération consiste à nébuliser toute la ville, surtout au niveau des arbres, parce que c'est un produit quand même toxique. En même temps, c'est pour lutter contre les vecteurs. L'œuvre est du député Lahatsek, appuyé par le ministère de l'Agriculture et les services d'hygiène de Touba. À la demande du ministre de l'Agriculture, M. Abdoulaye Baldé, nous sommes venus appuyer le service d'hygiène de Touba pour pulvériser la ville, étant donné que nous avons les mêmes techniques de traitement. J'ai demandé cet appui au nom de la ville de Touba, ce que l'État a bien compris, qui a accepté de nous venir en aide. La population de Touba, fortement mobilisée, a remercié l'initiateur de cette activité. Le député Lahatsek compte perpétuer son œuvre. Des opérations de saupoudrage seront effectuées dans toute la ville de Touba. L'arène nationale, bientôt une réalité. La pose de la première pierre sera effectuée dans 6 mois, annonce faite hier par le ministre des Sports. Mbagnick Ndiaye s'est rendu à Pékin sur le site devant abriter l'arène nationale, accompagné de la mission chinoise chargée d'étudier le projet. Koumba Diakhatemar. Voici la maquette de l'arène nationale. En plus de la lutte, il est prévu des salles de judo, de boxe et de danse. Un centre d'accueil de 60 lits environ, des salles de réunion, des bureaux. 7 hectares, c'est l'emprise du projet. L'ouvrage va prendre 5 hectares, mais on aura besoin de parking et d'entrée. C'est pourquoi on a pris 7 hectares. Mais la construction sera sur les 5 hectares. Et voilà les 7 hectares sur lesquels l'arène doit être bâtie. Nous sommes sur les flancs de la Grande Niayes. Pékin est à l'honneur. Remercier le gouvernement de la République d'avoir choisi la ville de Pékin pour abriter ce projet structurant qui a été une demande des populations et surtout du monde de la lutte. Les populations de Pékin accueillent ce projet avec beaucoup de bonheur et de fierté. La maquette présentée, le site identifié, un vieux rêve du monde de la lutte est en train de se concrétiser. J'ai une déformation, je suis un médecin. J'aime toucher le pratique.
mais bien sûr sous-tendu par une réflexion. Et je pense que le problème de l'arène nationale est un vieux projet qui devait se faire d'abord à côté du stade Léopold Sédar Senghor. Malheureusement, pour des raisons politiques, aujourd'hui nous sommes à Pékin. Le coup d'envoi des travaux sera donné au mois de janvier 2014. Pour l'heure, les experts chinois et sénégalais sont dans la phase préliminaire. La mission chinoise est arrivée, constituée d'une dizaine d'experts dans tous les secteurs. Elle est en train de se réunir avec les agents de l'État du Sénégal. Elle va repartir, essayer de stabiliser l'infrastructure. Pendant ce temps, nous allons faire les remblais. Et dès que tout cela sera terminé, je pense que d'ici 6 mois, nous allons peut-être pouvoir dire Monsieur le Premier ministre ou Monsieur le Président de la République, venez poser la première pierre. Les travaux de construction de l'arène vont durer 2 ans. Selon les experts chinois, en 2017 au plus tard, l'infrastructure sera livrée aux amateurs. Week-end de sport au menu du football, du basket et les mondiaux d'athlétisme. Moscou était ce soir le théâtre d'exploits. Usain Bolt a répondu présent. C'est Nalin Djugo. Il fait la pluie et le beau temps en finale des 100 mètres. À Moscou, giboulé rime avec déboulé d'Usain Bolt. Une course menée de main de maître, 9 secondes 77. À 26 ans, le Jamaïcain est pour la 2e fois champion du monde dans l'épreuve. Faut croire que ce soir, toutes les conditions étaient réunies pour faire parler la foudre. De la vitesse pour Bolt, de l'endurance pour Terunesh Dibaba et de 3 pour l'Éthiopienne qui s'en sort plus facilement. Elle renoue avec le sacre en championnat du monde après ses forfaits en 2009 et 2011. Pour elle, l'essentiel était de participer. En demi-finale des 400 mètres, Amy Maketam n'a pas été à la fête. La Sénégalaise réalise un temps de 52,37. Il en faut plus pour une place en finale. Une scène qui n'honore pas le football sénégalais. On pense la blessure de l'arbitre assistant, victime de jet de pierre, juste avant le début du match des Raflingers. On joue la partie quand même. Les Béninois s'acheminent vers une victoire 2-1.